Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du SAV de la F1. Durant ces fêtes de fin d'année, nous revenons sur le bilan de chaque écurie du championnat du monde 2019. Avec moi ce soir, Fab, Gus Gus et Shinji. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Buonasera. Alors, aujourd'hui, nous évoquons le cas d'une écurie qui est donc classée 5e parmi nous, les chroniqueurs. 5e avec une moyenne de 10,79. Et il s'agit... Ah, alors, d'après vous, de qui il s'agit? Non mais Bilo, fais pas le con, on sait très bien, on a le classement sous les yeux. Eh bien, il s'agit de Ferrari. Et oui, Ferrari qui a été classé 5e par les chroniqueurs, donc moyenne de 10,79. Chez les chroniqueurs au classement du SAV, Ferrari a été classé 3e avec 74 points. Donc Leclerc 47 points, 3e, et Vettel 8e avec 27 unités. Et au classement FIA, Ferrari est donc vice-championne des constructeurs avec 504 points. Charles Leclerc 4e au classement pilote, 264 unités. Et Vettel 5e, 240 points. 3 victoires pour Ferrari cette année. De suite, De d'ailleurs. suite. Avant de vous donner la parole, messieurs, je vais d'ailleurs faire un petit point sur les notes attribuées par les chroniqueurs. Benlop a mis 10, Buchor 12, Dino 11, Fab 7, mais on lui donnera pas la parole parce que, voilà. Ah bon? C'est méchant. Gus Gus 9, Yannick Doc 12, Marco 12, Redscape 12, Scani 8, Shinji 13,5, Spider 12 et moi-même 11. Je pensais pas qu'avec 13 ennemis, je serais le plus gentil avec Ferrari. Alors d'abord j'aimerais avoir les avis de Shinji et Gus Gus. Et puis après, ce sera Fab, parce qu'il s'est un petit peu détaché. Alors, pourquoi 13,5 qui est une note assez élevée? Parce que Charles Leclerc. C'est pour ça que j'ai mis une note relativement élevée par rapport aux autres. Sinon, oui, sans doute qu'elle aurait été beaucoup plus proche d'un 10 ou d'un 11. Voilà. Alors Gus et Fab, vous avez même pas mis la moyenne. En partie parce que Charles Leclerc. Non, faut pas lui mettre toutes les responsabilités, mais la saison. Bon, ça fait 10 ans que je range mon frein en tant que ferrariste. Moi, Oui. déjà, si Tu es très souple, faut dire. Oui, effectivement. 8 ans de podcast pour en arriver là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Tu ranges Déjà, ton frein. factuellement, oui, je range mon frein. Factuellement, si je regarde l'évolution des résultats, l'année dernière, avec le même nombre de Grands Prix, 571 points. Cette année, 504. Bon, alors c'est des chiffres bruts, il faut toujours les analyser. Moi, j'ai eu l'impression que la maîtrise était moins là que l'année dernière, que la performance était moins là que l'année dernière, que la fiabilité était moins là que l'année dernière. Enfin, il y a eu régression, surtout dans quasiment tous les domaines, à part le pilote qui est dans la deuxième voiture, qui effectivement a montré un niveau pas excessivement meilleur que celui de Raikkonen l'année dernière, parce que Raikkonen ne fait pas une mauvaise saison l'année dernière, quand même un peu meilleur. Mais du coup, ça a forcé Ferrari à faire de la gestion d'équipe, truc dans laquelle ils se sont complètement emmêlés les pinceaux, et dans la communication et dans les faits, et dans la gestion brute des situations. Pas assez de performance sur certains grands prix. Une période d'embellie de 3 grands prix, puis derrière, voilà, derrière ils se sont reperdus. Enfin, c'est décevant. C'est décevant. Une baisse de niveau, matinée de suspicion quand même. Faut aussi Oui, dire. il y a un peu de ça aussi. Après, c'est à la FIA de faire le boulot, hein, et aux adversaires de porter des réclamations si vraiment il y a des choses. Voilà. Et effectivement, c'est compliqué d'avoir confiance vu les quelques derniers Grands Prix dans les faits, dans les vitesses de pointe. Mais bon. Fab. Ah oui, parce que mon honneur a quand même été un petit peu atteint. Alors, moi, en mettant 7, j'ai pas l'impression d'être injuste.
je suis plutôt étonné qu'il y ait beaucoup de notes au-dessus de la moyenne, quoi. Parce que c'est pas une bonne saison du tout. Enfin, je veux dire, on sort de 2 années où, bon an, mal an, en dépit de toutes les critiques qu'on a pu dire, Ferrari joue le titre. Ça s'effondre à un moment donné, mais ils ont joué le titre. Ils avaient la voiture pour jouer le titre. Et ils se sont écroulés. Mais là, on est dans une saison où ils ont même pas les moyens de jouer le titre, quoi. Ils ont pas joué le titre et au bout de 4-5 Grands Prix, c'était plié, quoi. C'est tellement mauvais, mais c'est ça, c'est tellement mauvais dans quasiment tous les compartiments de la performance, de la gestion, que le titre, pour eux, et puis le titre est plié en juin ou en mai, quoi. Et on parle même pas de l'ascenseur émotionnel qu'il y a eu par rapport aux essais privés d'avant-saison. Ouais, mais ça aussi, Pour les c'est monté en épingle aussi, ça. Ça, on est d'accord. À la limite, c'est autre chose. Je veux dire, je pense qu'il faut pas qu'on capitalise trop dessus. Mais encore une fois, je suis désolé de le dire aussi crûment, mais c'est une Formule 1 actuelle où pour les titres, ça se joue entre 2 écuries. Je suis désolé, moi je peux pas considérer en entamant la saison et que Red Bull Honda va être un candidat au titre. Il y a 2 écuries qui peuvent gagner le titre. Cette année, Ferrari était encore plus loin de gagner le titre que les 2 saisons précédentes. Et ça encore, à la limite, ça c'est du résultat brut. Mais tous les problèmes que vous avez déjà évoqués, la gestion des pilotes, la fiabilité, même sur le plan politique, je rappelle qu'en début d'année, Binotto nous fait tout un laïus pour nous expliquer que les pneus 2019 c'est de la merde, et là ils viennent de voter pour que les pneus 2019 on les garde. Et entre-temps, parce que ça n'a pas été aussi médiatisé que quand ils ont demandé à ce que les pneus 2018 reviennent, d'ailleurs en reconnaissant, ce que je trouve incroyable de la part de certaines écuries, en reconnaissant que l'idée c'était d'améliorer le spectacle, quoi. Enfin, on en était là à un moment donné. Et entre cette période-là et celle du vote de il y a pas longtemps pour garder les pneus 2019, Binotto était tout penaud, reconnaissait que oui, finalement, alors à partir du moment où on a travaillé, oui, on a réussi à comprendre les pneus. Bon, bref, encore une fois, c'est moi une saison que je trouve ratée, pas en tout point. Il y a eu des hauts, il y a eu du mieux, mais je suis désolé, c'est pas. Enfin, moi je trouve qu'avec 7, je suis même peut-être un peu gentil par rapport à ce que je pense vraiment de la saison, quoi. C'est-à-dire, Ferrari n'a pas fait face à une phase de transition qu'essaie de nous vendre Binotto en nous expliquant que oh là là c'est une jeune équipe. Mais attendez, les mecs, Binotto il est là depuis des années, il y a absolument aucun chamboulement de quelque sorte que ce soit dans l'équipe technique, c'est les mêmes qui ont juste à la limite été promus dans certains postes et tout. Le seul départ c'est Arriva Bene, si on va par là. Au niveau des pilotes, tu conserves ton pilote quadruple champion du monde, celui qui était à l'avant-garde de la lutte pour le titre les années précédentes, pas de changement de moteur. À un moment donné, je veux bien tout entendre, mais c'est pas possible, quoi. C'est une très mauvaise saison de Ferrari, c'est tout. Et ils finissent 2e, très bien, mais ils ne pouvaient que finir 2e, encore une fois. Enfin, je veux dire. Et encore. Heureusement que Red Bull fait une saison avec une voiture et demie. Oui, c'est pas faux. 417 points à 504. Donc, encore une fois, ce sont des données brutes qu'il faut remettre dans un contexte, mais Red Bull. On en reparlera si ce n'est déjà fait. Il y a une voiture et non. Faut suivre, excuse. Oui, pardon. J'ai pas écouté les précédentes émissions. On sait que Red Bull a fait une meilleure saison que Ferrari, donc oui, c'est vrai. D'ailleurs, je remarque que le hasard nous réunit de nouveau pour parler d'une écurie. C'est fou ça. C'est dingue. Alors moi j'ai mis 11 parce que je trouve qu'elle est pas terrible la saison de Ferrari, mais elle est pas catastrophique dans le sens où il termine quand même 2e du championnat constructeur. Ferrari a déjà fait moins bien par le passé. Il y a 3 victoires, c'est quand même mieux que 2016, c'est mieux que 2014. C'est même une meilleure impression que 2015 où t'as 3 victoires, mais c'est 3 victoires un peu comme ça où tu te dis que c'était pas, ils pouvaient pas faire. Voilà, ça tombait un petit peu comme ça, comme des miettes à ramasser, alors que là, il y avait un peu plus de... Tu trouves que la saison 2019 fait une meilleure impression que 2015 ? Oui, parce qu'en 2015, il y a... Après, c'est serré, hein, mais 2015, d'après mes souvenirs, t'as une vraie domination de Mercedes, et t'as Ferrari qui fait illusion sur 3 courses, et puis basta, quoi. Là où cette année,
Ferrari a fait 3 victoires, mais il y a d'autres Grands Prix où ils font illusion. Même s'ils gagnent pas, Moi, je suis pas d'accord avec toi en termes de dynamique. 2015, la Ferrari se reconstruit, ils essayent de remettre en ordre leur début d'RV6 qui est pas au niveau escompté. Et ils regoûtent à la victoire à laquelle ils n'avaient pas eu droit en 2014. Donc, pour moi, 2015 reste une saison où tu leur mets pas 17, tu vois, mais tu leur mets un 13 ou un 14. Là, cette année, ils avaient tous les ingrédients. Ils auraient pu avoir tous les ingrédients pour le faire. Et ils l'ont pas fait. Et ils font moins bien qu'en 2018. Donc forcément, c'est décevant. Oui. Bon, après, j'ai mis que 11, hein, mais je peux pas mettre moins de la En moyenne. regardant le détail des notes qu'on a données, quasiment tout le monde met Ferrari entre la 4e et la 6e place. Hein. Shinji qui a mué. Ah. Shinji qui expulse de l'hélium, c'est pour ça qu'il a... Oui, est-ce que vous m'entendez mieux là? Vas-y, reparle. Tu parles un peu comme ça. Ah. Non, non, je disais qu'on regarde le détail des notes qu'on a données. Shinji qui tient à rester anonyme. Ça a commencé en avril 2012. Je suis tombé sur cette vidéo intime de Kimi Raikkonen et depuis je n'ai pas décroché. C'est depuis que je le vois déguisé en reine, c'est... Est-ce que c'est mieux là? Non. Non, ça change pas. On te perd en termes de... On t'est loin du micro là, pour nous. Non mais le problème c'est que j'ai l'impression que c'est surtout ma connexion en fait. Ah. Voilà. En tout cas, c'est cocasse. Ouais, parce que d'un coup, ta voix elle change. Quoi. Le pire c'est que je ne perds même pas de paquet dans Mais après, c'est pas très grave, on t'entend, il faut juste qu'on fasse abstraction de... C'est rigolo, c'est tout. Non, donc si au moins vous m'entendez au moins de façon claire, je disais que quand on regarde le détail de nos votes au niveau des équipes, Ferrari est pour tout le monde entre la 4e et la 6e place. Même pour moi, qui ai mis finalement la note la plus haute. Oui, mais voilà, Ferrari, c'est une saison décevante par rapport aux attentes, évidemment. On s'attend à ce qu'ils se battent pour le titre. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle est catastrophique et mauvaise, puis c'est quand même des victoires à la clé. Ouais, non mais d'accord, mais enfin... Mais dans la Formule 1 actuelle, Ferrari, ils peuvent pas faire... Enfin, deuxième, c'est pas que c'est pas acceptable, mais deuxième aussi loin de Mercedes... Ouais. Avec cette difficulté, avec cette... je trouve pas le mot, mais avec autant de mal, aussi peu de maîtrise, c'est... Encore une fois, s'il commence la saison avec une voiture qui est à 5 dixièmes de Mercedes, peut-être plus de Mercedes, mais qui sont là, qui a aucun problème de fiabilité, qui font les stratégies aux petits oignons et tout, voilà, c'est aussi la note, elle traduit aussi un potentiel qui n'a pas donné le résultat escompté. Là où, bon, on est obligé de comparer à Mercedes. Mercedes, effectivement, commence la saison de manière quasi parfaite. 5 doublés sur les 5 premières courses. Ils sont là en performance, ils sont là en exploitation, des stratégies. Alors, tu me diras, la gestion des pilotes, ils n'ont pas énormément ce problème sur le début de la saison. Voilà. Après, Mercedes, c'est le très haut niveau, mais on en reparlera. Mais voilà, Ferrari, ça reste un ton en dessous, et dans tous les domaines, en fait. Il n'y a pas, à part le moteur, et encore, effectivement, comme on l'a dit, il y a peut-être des explications pas tout à fait blanches. À part le moteur, ils sont derrière de partout. Ouais. Bah d'ailleurs, justement, plan de la on va aller faire un par un. Plan de la performance de la voiture, au niveau aérodynamique, c'était catastrophique. Parce que c'était une voiture qui, à vide, et a fortiori sur les circuits rapides, était très bonne. Mais alors, une fois qu'elle avait le plein d'essence, elle était 2 étages en dessous, quoi. C'était... alors là, il y a Bahreïn, où ils sont très bons, c'est les meilleurs, et c'est tout. Derrière, même des Grands Prix qui étaient censés leur réussir, comme la Belgique, l'Italie, et pourtant ils gagnent.
mais ils gagnent parce qu'il y a, voilà, il y a peut-être des circonstances aussi, mais même sur le plan de la performance pure, même en Belgique et en Italie, en course, ils sont même pas meilleurs. C'est terrible. Donc c'est incroyable cette régression. Et puis ce que Ferrari nous a proposé, notamment sur la seconde moitié de saison, on avait une voiture qui était très forte en qualif et qui avait un rythme bien en deçà en course. Et la première moitié de saison où là c'était moins bon des deux côtés, quoi. Alors, est-ce que c'est l'essence ? Est-ce que c'est la quantité d'essence ? Est-ce que c'est les pneus et la gestion des pneus ? Oui, je pense aussi. Est-ce que c'est le mode qualif qui transcendait les performances sur un tour ? Est-ce que la combinaison des trois ? Est-ce que ouais. En plus, c'est quand même assez mal calculé de la part de Ferrari. Bon, après, je pense pas qu'ils font exprès d'avoir une voiture pas terrible en course, mais c'était plutôt vers 2017 qu'il fallait avoir une voiture très forte en qualif et peut-être moins bonne en course parce que c'était plus difficile de doubler. Là, on a vu que les dépassements étaient plus accessibles et que c'était mieux d'avoir une voiture plus forte en course. Et eux, ils ont fait tout l'inverse. Je pense qu'effectivement, il y a le fait que je pense que le mode moteur a permis à Ferrari d'avoir de grosses performances le samedi, mais en course, il y a même dès le début, même dès les premiers tours, en course ça allait pas, donc il y a peut-être plusieurs des pneus, mais il y a peut-être aussi le fait tout simplement que la voiture avec le plein d'essence fonctionnait beaucoup moins bien, quoi. Après, je sais pas si elle a été si en dessous que ça en course, mais le problème de Ferrari, c'était cette fameuse histoire de fenêtre d'exploitation qui était trop étroite, quoi, jusqu'à un certain point de la saison. Et qui en fait les empêchait de tirer le meilleur parti, parce que dès que finalement ils tiraient un peu sur la voiture, ils allaient au-dessus de la fenêtre de performance, et puis du coup voilà, ils étaient en difficulté partout, avec un concept aéro qui a longtemps été défendu mais qui a pas forcément semblé totalement maîtrisé, ce qui d'ailleurs est un petit peu qui transparaît un petit peu maintenant que la saison est terminée, que peut-être que ce concept-là était pas tout à fait viable. Ceci étant dit, je ne crois pas qu'il faille le rayer de la carte non plus, mais bon, visiblement Ferrari n'avait pas les armes pour le maîtriser, quoi. Après, moi, comment dire, je suis un peu plus circonspect sur la comparaison directe qu'on peut faire avec les autres écuries, parce que je pense que c'était un peu à l'image des 2 dernières saisons, j'ai trouvé, c'est-à-dire que je pense que ce qu'a fait Mercedes en début de saison teinte un peu tout ce qu'on dit après de manière erronée. À mon sens, il y avait quand même, c'était plus fluctuant que ça les niveaux de performance en course de toutes les écuries. Alors Mercedes avait un avantage la plupart du temps, ça je suis d'accord, mais Ferrari n'était pas non plus complètement largué sur un certain nombre de courses qui se sont perdues sur d'autres choses que la simple performance de la voiture. Et quand ils ont arrivé à tout mettre bout à bout, alors ça a correspondu, oui, effectivement, à des circuits où on attendait la Ferrari, mais enfin malgré tout, on attendait la Ferrari, mais il y avait toujours des doutes sur le fait que est-ce qu'il pourrait tenir en course. Enfin, la Belgique, je trouve que c'est un bon exemple de ça, parce que oui, alors effectivement, la Mercedes était peut-être un peu plus rapide, en tout cas dans le deuxième relais, mais globalement sur toute la course, la Ferrari a pas démontré en fait les défauts, n'a pas démontré les défauts criants qu'on a vus sur certaines courses. Donc c'est très fluctuant, quoi. Est-ce que c'était Spa Ouais, parce que c'était Spa, mais je pense que il y a pas que ça, parce que tu peux pas nier que, moi j'ai trouvé personnellement qu'à Spa la course était quand même meilleure que ce que j'attendais pour Ferrari. Moi, quand on est le samedi soir de Spa, je me dis pas Ferrari va gagner le lendemain, et pourtant c'est ce qui se passe. Mais après, encore une fois, et c'est un peu à l'image de toute la saison, c'est-à-dire que Spa, c'est une des rares courses où tout a été mis bout à bout. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'en performance, le niveau n'était pas suffisant pour gagner seul, mais en tout cas, tout a été fait et bien fait pour que au final, le résultat soit celui qu'il a été. Et je rangerais Singapour dans cette catégorie-là, même si Singapour a été un peu teinté par ce qui s'est passé entre les pilotes. Mais le truc, c'est qu'en fait, Ferrari, quand ils arrivaient à tout mettre bout à bout, ça ressemblait à un accident. Alors que pour les 2 autres écuries, c'était l'inverse. C'était quand ça marchait pas que c'était un accident. Sans dire que
sans parler du niveau de la voiture, moi je pense que tu peux absolument, avec ce qu'avait Ferrari, faire bien mieux, rien qu'en ayant ne serait-ce qu'une gestion un peu meilleure, quoi. Et encore une fois, le retour de la trêve l'a prouvé. Ce n'est pas que... Je veux dire, tu peux pas dire... tu peux pas gagner Spa, Monza et Singapour en te disant c'est forcément les mêmes choses qui jouent dans ces trucs-là. Non. Donc ça prouve qu'il n'y a pas que la performance de la voiture qui peut jouer sur des résultats. Et Ferrari a pêché dans tous les domaines. Je note des trous d'air sur certaines courses qui sont ahurissants quand on regarde les chiffres. Australie, la meilleure Ferrari finit à 57 secondes. En Grande-Bretagne, la meilleure Ferrari finit à 30 secondes, mais il y a une safety car à 40% de la course. Hongrie, 1 minute 01. États-Unis, 52 secondes. Abu Dhabi, 43 secondes. Et je suis en train de regarder pour l'Espagne parce que j'avais le souvenir qu'ils étaient loin aussi, mais il y a eu une safety car quasiment en fin de course. J'essaye de regarder. Je cherche les chiffres. Ouais, puis dans mes souvenirs, Brésil, Vettel, il est déjà à 30 secondes avant la safety car, quoi. Il y a beaucoup de courses où ils sont largués de chez largués, quoi. Et effectivement, pour gagner les grands prix, les 3 grands prix, il a fallu que ce soit une gestion parfaite en Belgique et à Singapour et une défense musclée de Leclerc en Italie. Sinon, sans ça, il gagnait pas. Donc et après, effectivement, ça demandait une grosse perfection qu'ils n'ont pas atteint souvent cette saison. Mais c'est pas normal en fait d'avoir autant de différence entre la qualif et la course. Parce qu'effectivement, il y a des courses où ils sont pas largués, mais on sent qu'ils sont en plus en difficulté, quoi, parce qu'on arrive à les suivre et que donc c'est pas monde d'une voiture qui maîtrise son sujet, quoi. Et à Barcelone, après 45 tours, la meilleure Ferrari est à 32 secondes. Ouais. De toute façon, voilà, un circuit classique avec des virages et tout, on a vu que c'était très très difficile. Hormis Singapour qui a été disputé sur un rythme très... Ah, et breaking news, Ferrari va s'engager en dragster. Donc on a parlé de la performance, Fab a commencé à évoquer la gestion. Alors avant de parler de la gestion des pilotes, parce qu'on va parler des pilotes tout à l'heure, mais déjà sur le plan de la stratégie... Ah, un grand mot ça, la stratégie et Ferrari. Ah oui, un grand mot. Beaucoup d'erreurs. Alors beaucoup d'erreurs. Je suis en train de regarder un petit peu les défilé des Grands Prix. Bon, il y a... Bon, finalement, en erreur, il y a quoi? Pas grand... Non, mais après, je pense que la gestion des pilotes, tu veux en parler plus tard, mais je pense qu'elle est intrinsèquement liée à ce qu'on peut dire sur le plan de la stratégie. Gus, tu parles de l'Espagne, mais l'Espagne, c'est quasiment peut-être le meilleur exemple en fait de à quel point une mauvaise gestion des pilotes va influer sur la stratégie de mauvaise manière. On se souvient que en Espagne, Vettel au départ, il tente l'extérieur sur les 2 Mercedes, ça fonctionne pas, il fait un gros blocage de roue, son rythme est altéré dès le début. Du coup, derrière lui, il y a Leclerc qui peut pas le doubler et ils mettent à peu près une dizaine de tours à dire à Vettel de s'écarter. Plus loin dans la course, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Vettel a une stratégie plus agressive et donc à un moment donné, il se retrouve juste derrière Leclerc. Ils mettent là aussi 10 tours à faire le switch, des choses qui paraissent pourtant assez basiques, quoi. Ça devrait se faire en 2 tours maximum. Mais à un moment donné, sans dire que ça aurait changé grand-chose aux performances de fond, mais le truc c'est que si t'es jamais là pour empêcher les autres de saisir des opportunités ou pour toi-même en saisir, jamais tu vas arriver à quelque chose même en ayant une bonne voiture. Et le truc c'est que encore une fois, c'est un truc qu'on a déjà dit toute la saison parce que c'était tellement criant dès le début que ça allait se passer comme ça qu'on pouvait qu'on pouvait pas ne pas le dire, c'est que la manière de gérer les pilotes a tout le temps été à contresens de tout ce qui s'est passé sur la piste et ça a fini par être risible à un moment donné, quoi. Il fallait que les pilotes soient quasiment au fond de grille et en début pour qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là, quoi. Et sur le plan stratégique, je suis pas certain qu'il y ait énormément d'erreurs. Sur le plan de la gestion des arrêts au stand et de ce genre de choses, c'est peut-être déjà un tout petit peu plus embêtant. C'est quelques secondes par-ci par-là, encore une fois. Des fois, ça se joue à pas grand-chose et tout. Mais moi, j'en reviens à la gestion des pilotes qui a été la mère de tous les vices de Ferrari, quasiment, quand il s'agit du fonctionnement de l'écurie, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, pour rebondir sur ce que tu disais, il y a eu en certaines occasions, la mauvaise gestion a coûté quelques secondes, même un paquet de secondes,
qui ont fait que leurs adversaires n'étaient plus en danger. Quand tu es toujours un petit peu à l'affût, juste derrière, tu peux toujours déjà provoquer l'erreur chez l'adversaire et puis les forcer à être inventif sur la stratégie. Quand tu es 20 secondes derrière parce que tu as perdu bêtement du temps en faisant n'importe quoi, tu n'es plus en danger. Et derrière, les autres peuvent dérouler. Bah, quand tu fais un undercut et ton arrêt dure 6 secondes, Et voilà. Voilà. C'est raté. Et quand tu es à 20 secondes, Non, mais- tu peux plus faire d'undercut. Bah, non. Là, je comme ça, j'ai pas d'autres erreurs qui me viennent en tête, mais on avait évoqué le Mexique. Parce que le Mexique, notamment Mercedes, avait rapidement compris que dans la manière dont les choses se déroulaient en piste, l'usure prévue des pneus allait être bien moins importante. Et donc immédiatement, dans leur esprit, il était clair que la stratégie gagnante, c'était d'aller sur un arrêt. Ce qu'ils ont fait à l'extrême avec Hamilton, puisqu'Hamilton, ils l'ont fait ravitailler dès le 24e tour, quelque chose comme ça, et ce qu'ils ont fait de manière un peu plus raisonnable avec Bottas au 37e ou 38e tour. Alors que Ferrari, ils ont carrément arrêté leur leader au, je sais plus, 15e tour, quelque chose comme ça, qui s'est retrouvé contraint à une stratégie à 2 arrêts. Alors qu'il y avait sans doute, vu ce qu'a fait Vettel de son côté, puisque je crois qu'il s'est arrêté dans les mêmes eaux que Bottas, moyen de ne pas perdre la tête, en tout cas pas de cette manière-là. Donc voilà, je veux dire, Ferrari a commis des erreurs et tout, mais elles me paraissent pas criantes, quoi. C'est pas un truc. Je pense pas que ça détermine la saison. Après, oui, il y a beaucoup de cas dans lesquels la Hongrie, c'est l'exemple maximum, mais quand t'es pas là pour empêcher, par exemple, je sais pas, Hamilton de s'arrêter, par exemple, là, dans des cas comme ça, ça prouve à quel point l'écart était vraiment exceptionnellement grand. Après, c'était attendu aussi en Hongrie, on va pas non plus être complètement surpris par ça, quoi. Bon, alors, du coup, on va parler de la gestion des pilotes plus en détail, puisqu'on va parler des pilotes. Bon, on fait quoi? On n'a pas parlé de la fiabilité, on en reparlera après ou... Bon, oui, parlons de la fiabilité tout de suite, alors. Ça fait mal, hein. Oui. Le problème de Leclerc à Bahreïn, De Vettel en qualif en Allemagne. le problème de Vettel en qualif en Allemagne et de Leclerc aussi, qui fait 10e de la Q3. Le problème de Vettel en Russie. Et puis le changement de moteur, le changement de je sais pas quoi pour Leclerc au Brésil. Ouais. De toute façon, au bout d'un moment, tu le payes, hein, si tu dois changer des éléments. Et puis la casse de la suspension pour Vettel aux États-Unis. Oui, bon, ça c'est partagé, je pense. Parce que vu comment il y allait à cœur joie avec les vibreurs, bon. Ouais, mais ouais. Oui, alors, je suis d'accord avec toi, hein, les suspensions Mercedes sont pas cassées. Ouais. Je pense qu'il y a 2 courses qui sont vraiment... Bon, après, c'est les 2 courses qui ont été le plus impactées quasiment, mais c'est vrai que Bahreïn, c'est l'exemple type. Parce que là, c'est plus qu'une défaillance, c'est la défaillance vraiment d'une cruauté incroyable, parce qu'ils sont devant nettement, quoi. Enfin, en tout cas, Leclerc est devant nettement. Et puis ça te met dans une dynamique positive. Si tu transformes ce résultat-là... Leclerc, il est leader ça change probablement la saison de Ferrari, hein, s'il gagne. Tu penses que ça change la saison de Ferrari s'il gagne? Alors, attention, je dis pas que s'ils gagnent, ils sont champions du monde. Je dis, s'ils gagnent à Bahreïn, il y a une dynamique qui est tout autre. Et il y a effectivement des courses où ça se passerait mieux, mais le mal juste ça, hein, je dis pas que c'est plus que ça, attention. Et l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est quand même une course où il faut se rappeler qu'aux essais libres, c'est quand même Ferrari qui apparaît être la force de cette course, quoi, en termes de performance. Et, enfin, chose incroyable, les 2 voitures ont un problème technique. Enfin, c'est... dire, une voiture, aussi, ça arrive... Comment? Il y a une réussite aussi que ça arrive sur les Grands Prix où ils sont forts. Non, mais d'accord, mais enfin, un manque de réussite qui n'arrive pas forcément aux autres, quoi. Et, enfin, je veux dire, encore une fois, c'est une voiture qui a un problème. Oui, mais les deux, quoi, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, j'en ris, mais c'est pas drôle parce que, enfin, c'est nul, quoi. Ça, c'est le genre de choses, ça n'arrive, c'est pas arrivé souvent, mais comment c'est possible que ce genre de choses arrive, quoi?
c'est incroyable, quoi. Et encore une fois, je répète, sur un Grand Prix où toutes les données te laissent à penser que c'est toi qui as la meilleure voiture. Après, attention, hein, sur le rythme de course, on sait pas trop ce que ça aurait donné. Non, mais d'accord, mais enfin, si tu pars 10 et 20, ton rythme de course, il donnera jamais grand-chose. Hein. Donc, le truc, c'est... Voilà, c'est-à-dire, c'est... Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas comment... Mais enfin, moi, ça me paraît tellement lunaire de ce genre de choses. Enfin... C'est que Ferrari, t'as l'impression qu'en fait, c'était un best-of des 2 années précédentes, on va dire, en termes de ce qui est allé mal. Ça s'est un peu condensé et c'est rajouté derrière le problème des pilotes, quoi. Alors les pilotes, justement, une transition. On a un peu évoqué la gestion. Est-ce que vous voulez reparler de la gestion? Ou est-ce qu'on peut parler des performances des pilotes et de ce qu'ils ont produit? Bah, quand c'est pas clair, les gens s'engouffrent dans les brèches pour faire comme ils veulent. Hein. Enfin, mais ça vaut en tout point. Hein. Donc bon, c'est... Oui, il y a des consignes qui sont données à un moment donné, puis après l'écurie se rétracte, donc on sait pas trop, quoi. Mais avant même que l'écurie donne des consignes aux pilotes, c'est en termes de communication, cette année, Charles Leclerc étant nouveau dans l'écurie, étant un jeune pilote, on va privilégier Vettel. Bon, d'accord, mais il faut que ça se traduise en fait, et il faut le communiquer. Enfin, il s'est dit avant, Leclerc s'étonne en Australie que ce soit le cas, alors que on le savait pourtant, enfin ça avait été dit. Tu sens qu'il y a déjà une remise en question, alors il s'exécute, hein, mais il discute la chose. Il a beaucoup discuté de ça cette année. Hein. Oui, de toute façon oui, on peut reprendre toutes les émissions, mais derrière à Bahreïn, il est plus rapide, il dépasse, il y a des consignes mais qui respectent pas. Bref, ils ont pas mis en exécution ce qu'ils avaient dit, donc à partir de là, ça a été n'importe quoi. Que veux-tu, quoi? Enfin, si tu dis un truc et que tu te dédies derrière, t'as plus aucune crédibilité. Les gens en profitent, quoi. Que ce soit l'un ou l'autre. Et en plus, enfin, si au bout de 5 courses, tu te dis bon, ça se calme, mais le dernier problème, c'est au Brésil, quoi. C'est l'avant-dernière course. Et puis c'est pas n'importe quoi. C'est vrai accrochage qui provoque l'abandon des 2 pilotes, alors que t'es en position de marquer des points, pas des points énormes, hein, mais parce que quand t'es Ferrari, tu veux gagner, et tu veux pas faire 3 et 4. Je sais plus exactement en quelle position ils étaient, mais voilà. Ah mais alors, bon, je m'avance sur le conducteur. Pour moi, c'est peut-être le plus gros problème dont va faire face Ferrari. Hein, pour l'année prochaine et même les années suivantes, on ne sait jamais. Après, je veux pas redire ce qu'on a déjà dit toute la saison, mais... Si, c'est un peu un bilan. Non, mais je veux dire, c'est un truc que j'ai dit souvent, donc j'ai pas envie de me redire, mais le truc, c'est, est-ce que Binotto a pas un peu surréagi? Tu sais, genre, moi j'arrive après Arriva Bene, donc j'impose un petit peu quelque chose de différent. Est-ce que Binotto a pas à un moment donné un peu réagi en fait à ce qui a été vu entre guillemets comme un peu un truc qui a un peu pollué la fin de saison 2018 de Ferrari, c'est-à-dire par exemple Monza, où on a eu, enfin, c'est Raikkonen qui signe la pole, Vettel visiblement n'est pas très content, et bon, même si encore une fois c'est peut-être une vision personnelle de la chose, mais le lendemain, mine, le fait que malheureusement Raikkonen soit devant, ça te crée un gros problème parce que ça met Vettel sous la menace d'Hamilton et bon, on sait ce qui se passe. Est-ce que à ce moment-là, Binotto, voyant bien la situation se profiler, se dit pas, je vais tout de suite mettre en place une hiérarchie? Mais enfin, moi je trouve que le jour où il l'a annoncé, donc c'est vraiment bien avant les 21 Grands Prix, hein, le jour où il l'a annoncé, je me dis mais attends, tu sais même pas si tu vas jouer le titre. T'imagines? Non mais je veux dire, tu sais même pas si tu vas jouer le titre. Mais tu sais même pas si Leclerc va pas casser la baraque, surtout, en fait. Oui, mais si ça se trouve, Leclerc est tellement meilleur que Vettel sur le début de saison qu'en fait, C'est exactement ça, c'est-à-dire tu sais rien de la saison. En fait, les 2 pilotes ont même pas entre eux d'historique que tu vas déjà leur créer un rapport de force. Je suis désolé, mais moi j'ai beaucoup de respect pour Vettel, mais Vettel c'est clairement pas quelqu'un qui aujourd'hui
et même fin 2018 pouvait s'imposer comme un leader. Et je veux pas être méchant dans ce que je vais dire, mais il en a pas la carrure en ce moment d'être un leader. Je veux dire, et d'un autre côté, t'as un mec qui a les dents, qui raye le parquet pour tout un tas de raisons. Et ce gars-là qui a été bon sur sa première année avec Sauber, que t'as choisi de faire monter, qui est plein badin, le mec, c'est sur une dynamique de fou, quoi. Et ben, enfin, je sais pas comment il l'a vécu, mais à mon avis mal, mais tu lui dis, bah écoute, là, le pilote, là, qui se fait lyncher depuis 2 ans parce qu'il n'arrive pas à gagner des titres, on le met numéro 1. Toi, du coup, tu seras un genre numéro 2. Et alors, comme ça a quand même un petit peu déjà commencé à faire un peu grincer des dents, quelques semaines après, tu dis attendez, j'ai pas dit que c'était figé, j'ai dit dans certaines circonstances. Bon, donc déjà, tu vois, non seulement c'était pas nécessaire, mais en plus derrière, tu fais des trucs qui ajoutent au ça. Et tu l'as dit tout à l'heure, Gus, toute la saison, et surtout le début de saison, Leclerc a contesté. Leclerc a contesté en sachant très bien les règles du jeu, mais Leclerc a contesté. Et le problème, c'est qu'en plus, il avait la plupart du temps la performance pour contester. Il avait, disons, il faisait des erreurs, mais qui passaient relativement inaperçues comparées à celles de Vettel. Ce qui est tout à fait injuste dans un certain sens, mais qui est aussi normal du fait de l'expérience. Et quand dès ton deuxième Grand Prix, t'es sur le point de gagner, en plus... Mais c'est ça, non mais... Je veux dire, tout ce truc-là, c'est mélangé de la pire manière qui soit. Et moi, ce que j'ai trouvé, et je trouve que c'est aussi révélateur de l'état d'esprit de Vettel, c'est que Vettel, dans tout ça, bah, il a été un petit peu... Il a subi, quoi. Il a jamais vraiment influé. Enfin, je me rappelle très bien du début de saison où il y avait des consignes et tout. Il était jamais vraiment à la manœuvre. Le seul moment un petit peu où il a semblé se rebeller, entre guillemets, c'est la Russie. Mais même la Russie... il reste en tête, mais quand on lui fait le coup de l'undercut, qu'on le fait rester 4 ou 5 tours de plus que son équipier en piste, il moufte pas. Je veux dire, donc dans tout ça, t'as un directeur d'équipe qui crée un environnement qui est pas sain, t'as un pilote jeune qui vient d'arriver, qui lui-même a absolument pas du tout envie que ça se passe comme ça, et puis t'as un autre pilote qui est censé être le leader, qui n'agit pas en leader. Et voilà. Après, il moufte pas en Russie parce que derrière, de toute façon, il abandonne et il passe à autre chose. Non, mais je veux dire, dans l'écart entre le moment où on lui dit, parce qu'on lui dit que Leclerc rentre au stand et le moment où lui-même rentre au stand, tout ce qu'il fait, c'est de dire les gars, je perds les arrières commencent à être usés et tout. Il dit pas il dit pas je vais rentrer ou quelque chose comme ça. Il prend pas les choses en main. Et encore là, on parle vraiment du pic de rébellion de Leclerc, de Vettel, pardon. Enfin, le pic de rébellion, c'est peut-être le Brésil, mais bon, ça, après, c'est une interprétation. Mais voilà, enfin... Ça fait combien rébellion 8 heures de Bahreïn? Non, mais... non, mais oui, après, le principal problème, ça a été de fixer en Leclerc en numéro 2, et au début de saison, c'était à Vettel de s'affirmer, et il l'a pas fait. Et c'est Leclerc qui a tout de suite été proche en performance, voire devant. Et comment tu veux donner une consigne en défaveur de celui qui est meilleur? Donc c'est un souci. Sur le plan des performances justement et de la saison de chacun des pilotes, d'abord Vettel qui a quand même été décevant cette année. Il nous a fait ses vétellismes quasiment, si j'inventais un mot. C'est-à-dire qu'il est resté sur la même spirale que fin 2018. Oui. Et j'ai envie de dire sur la même spirale que depuis Singapour 2017, parce qu'effectivement, il y a un petit regain au début de saison 2018, parce qu'il gagne 2 courses, mais... Une seule victoire, Vettel, finalement, cette année. Ouais, une victoire, mais on sent que c'est plus le même. Il y a un truc qui s'est cassé depuis plus de 2 ans. C'est plus le même Vettel. C'est un Vettel qui est beaucoup moins confiant, qui est fébrile très souvent, et qui, en plus de ça, maintenant, n'a même plus la performance, quoi. Dire il a été bon en début de course en Russie, il a été bon dans la gestion des pneus au Mexique, et après derrière il y a rien, quoi. Il a passé un nombre de courses d'affilée derrière Leclerc et nettement. Et régulièrement ces petites erreurs dont lui seul a le secret. Oui, en plus des erreurs. Mais là, cette fois-ci, cette année, il y avait en plus la performance qui était plus au rendez-vous, donc. Ce qui était criant dans la comparaison, c'était en Grande-Bretagne. Il y a Verstappen et Leclerc se battent une partie de la course.
c'est très musclé, mais ça reste propre. Il se touche quasiment pas. Vettel voit Verstappen revenir. Ils se battent un virage et le deuxième virage où ils sont en lutte, il lui rentre dedans, quoi. C'était terrible, quoi. De voir le différentiel entre les deux, ça faisait mal, quoi. Ça faisait... Ouais, donc il y a ça, il y a Bahreïn, où, comme l'avait très bien expliqué Fab, Vettel se bat tout de suite contre Hamilton, et au final, il part tout de suite à la faute, et du coup, il est plus dans le match pour espérer quoi que ce soit. Il y a le Canada, où c'est chaud, il faut tenir Hamilton derrière, mais il sort de la piste. Il y a l'Italie, où là, c'est du grand n'importe quoi, il fait un tête à queue, alors qu'il est même pas sous pression, quoi. C'est lui le chasseur, et il part en tête à queue, et puis derrière, il y a le retour en piste. Et puis il y a le Brésil où les torts sont partagés, mais voilà, il y a plein de fautes. Le départ du Japon, parce que oui, le départ du Japon. Donc voilà, c'est trop. C'est con de faire une belle pole et de la gâcher de cette manière, quoi. C'est ça. Ouais, c'est 5-6 erreurs dans l'année, comme l'an dernier, mais la performance en moins cette fois. Donc forcément, ça peut pas être positif. Après, je pense que la saison en termes de performance, simplement, est beaucoup plus équilibrée qu'on le pense. Quel différentiel en qualif, Bilo, toi, quel est les chiffres? Oui, j'ai les chiffres. Alors, en qualif, c'est 12-9 pour Leclerc, sachant que Allemagne, les deux ont eu un problème, mais Leclerc a eu un problème plus tard, donc il est devant. Voilà. Et on pourrait chipoter sur le fait que aux États-Unis, Leclerc a un moteur plus vieux. Mais bon, voilà. En qualif, c'est finalement assez serré. Et en course, c'est 17 en faveur de Vettel. Mais même si c'est serré, t'as quand même un jeune qui arrive pour sa deuxième année. Il est devant, finalement. Même si l'écart est pas grand. Oui, non, mais quand je dis ça, moi, c'est pas... disons que c'est pour être moins sévère, globalement, sur le niveau de Vettel. Reste que, comme vous l'avez dit, trop d'erreurs, trop d'imprécisions, et je rejoins Shinji, c'est-à-dire que, je vous rejoins tous, en fait, il semble éteint, quoi. C'est pas, je pense qu'il faudrait pas grand-chose, en fait, pour remettre Vettel sur de bons rails, mais malheureusement, je pense qu'il a mentalement, oui, il y a quelque chose qui a switché sur les 2 saisons précédentes. Il y a eu un moment pendant la saison où ça s'est éveillé. C'est à l'arrivée du Canada. Ah oui. Mais c'était de l'énervement et de la colère. Oui, tu me diras, oui, c'est le vrai moment de rébellion, pour le coup. Alors, pas en interne à Ferrari, mais... Mais tu vois, tu dis qu'il faut pas grand-chose pour que ça revienne dans le bon sens, mais tu vois, après autant de temps... Oui, je suis d'accord. Une spirale aussi longue, je pense que pour moi, c'est définitif, quoi. On peut plus s'en sortir. Oui. Mais bon, après, je veux pas dire, c'est vraiment du truc, j'extrapole, c'est vraiment du jugement personnel, mais c'est un peu le premier des pilotes qui sont arrivés très jeunes en F1, un des premiers, et il y a quelque chose de l'ordre de l'usure, en fait, il ternit, en fait, Vettel. Mais après, encore une fois, je veux pas dire que ça c'est inéluctable et que ça ne se rattrapera jamais, mais il y a quelque chose, oui, de cet ordre-là. Et est-ce que c'est cette longue carrière déjà, mine de rien, en Formule 1, ces titres acquis très tôt, en fait, cette espèce de palmarès gargantuesque acquis très tôt, qui au final l'a peut-être mis dans un confort duquel il a eu beaucoup de mal à s'extirper derrière. Et je veux pas, encore une fois, taper sur les mecs tout le temps. Est-ce qu'il serait pas chez Ferrari, est-ce qu'il serait pas en train de nous faire une Alonso bis, en tout cas pour leur passage chez Ferrari? Non, je pense pas. C'est pas l'impression que ça donne. Je pense que Alonso, on peut donner la baraque quand même. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais je pense qu'il a jamais perdu le feu. Vettel, ça fait un peu cette impression. Et je veux dire, les dernières saisons avec Ferrari étaient peut-être un peu trompeuses dans ce qu'il faisait, en fait, au niveau qu'il le faisait, ne serait-ce que parce qu'il n'avait malheureusement pas face à lui un équipier qui permettait de véritablement jauger son niveau de performance. C'est un peu paradoxal, parce que si c'était vraiment mis dans le confort, alors tu me diras, il serait peut-être resté chez Red Bull.
Mine de rien, il tente l'aventure Ferrari, alors... Non, mais après c'est pas dans le sens, dès qu'il arrive chez Ferrari, il est dans ce confort-là, mais c'est que maintenant qu'il y a eu tout ce qui s'est passé en 2017, et surtout ce qui s'est passé en 2018, ou quand même, bon après, est-ce que c'est encore une fois j'extrapole, parce que tu peux même dire à un moment donné que le vrai switch, le moment où il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est plutôt juillet 2018. Il y a quelque chose là qui est plus net encore que... Mais globalement, en fait, le côté apathique, en fait, un petit peu de Vettel, est-ce que c'est pas juste de l'usure? Alors après, je dis pas, peut-être que quand je parle de confort, c'est un peu fort, et c'est pas totalement ce que je veux dire, mais c'est de l'usure, quoi, tu le sens pas. Enfin, moi, je le sens pas à riposter, comme je disais tout à l'heure. Enfin, je veux dire, il voit bien ce qui se passe. Il voit bien ce qui se passe, il voit bien ce que fait Leclerc. Il pourrait très bien, légitimé par son écurie, avoir une autre façon de faire les choses, et non, il le fait pas. Et on sait que Vettel a su parfois être autoritaire, parfois à l'excès d'ailleurs, mais il a su être autoritaire. Après la 4e place de l'Allemagne lors de la Coupe du Monde dans son groupe, en 2018, ça a dû faire mal, quoi. Certainement, c'est peut-être ça, oui, on a peut-être enfin l'explication. Mais ça concorde, pour moi ça concorde. Ouais, moi je pense que c'est aussi la perte du titre 2017. Alors pas que ça lui tendait les bras, mais il était très bon jusqu'à ce fameux Grand Prix de Singapour, et puis derrière ça s'est un peu cassé la figure, et au final ça a été une occasion de louper, et puis après 2018, dès début 2018 il fait des bêtises, et voilà, et ça, je pense que s'il avait pu concrétiser dès 2017, ça aurait été différent, mais là effectivement lui-même, il est en train de voir que ça va être très compliqué, qu'il a plus du tout la même performance qu'avant, plus la même confiance qu'avant. On sent que il est beaucoup moins maître de son sujet, et donc ça influe aussi sur le moral et sur ses performances, parce que même si Leclerc est probablement un excellent talent, il a pas. On sent quand même qu'il a déjà eu du mal, quoi. Donc Leclerc, justement, que penser de sa saison? Alors avant de partir dans un concert de louanges qui sera en grande partie mérité, rappelons quand même, le temps que je retrouve les chiffres, le Grand Prix de Monaco dégueulasse de Charles Leclerc. Erreur en qualif, erreur en course, abandon, etc. La même un mois avant en Azerbaïdjan en qualif. Puis tu peux citer la course d'Australie qui était pas très bonne, tu peux citer la course du Canada qui était pas au niveau de celle de Vettel. Le Brésil, on en a pas parlé, mais... Et puis il y a l'Allemagne, oui, ce soir, quoi. L'Allemagne, pardon, oui, effectivement. Et le Japon, il fait le Japon, il strike Verstappen. Bon, c'est un pilote jeune, il y a de l'apprentissage. Maintenant, ça aurait été Verstappen il y a 3 ans, et dans un pays qui n'est pas francophone, voilà, on le soulignerait. Donc moi, je me permets de le souligner. Maintenant, forcément, 2 victoires, une course à Bahreïn qui lui tendait les bras, un nombre de podiums égal à 10. On peut pas dire que c'est une mauvaise saison, voilà. Bah non, 4e du classement, devant son coéquipier. Oui, et puis c'est lui qui les relance là un petit peu la dynamique chez Ferrari aussi. Il est celui qui a impressionné cette année, je dirais. Et je le reconnais. Moi, je faisais partie de ceux qui restaient très prudents par rapport à l'arrivée de Leclerc chez Ferrari, contrairement à certains, même dans l'équipe du SAV, qui le voyaient déjà gagner plusieurs courses. Et ils ont eu raison. Ouais, impressionné. Et des dents très longues, comme a dit Fab tout à l'heure. Ce qui est impressionnant et ce qu'on pressentait déjà chez Sauber, c'est l'exigence envers lui-même notamment. Mais parfois, oui, qui va jusqu'à l'autoflagellation, oui. Qui va peut-être un peu loin même. Maintenant, c'est une attitude à conserver, si tant est si tant est qu'elle soit réelle. Bon, je la remets pas en doute. Je la remets pas en doute, mais ça va quand même vachement loin, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Il y a un peu un côté
com aussi un peu, hein, quand même. S'il n'est pas premier, c'est qu'il y a un truc qui est allé mal. Voire tout est allé mal, parce qu'il n'est pas premier. Mais ça, à la limite, c'est très, c'est très grand champion. Enfin, je veux dire, c'est l'exigence. Mais le côté, c'est forcément, je suis responsable et tout, ou c'est de ma faute, j'aurais dû mieux faire et tout. Il y a un côté, si moi je le dis, ça enlève quand même beaucoup d'arguments à ceux qui pourraient dire que, voilà. Je trouve que... Bah, écoute, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Mais bon, à un moment donné, on critique les pilotes parce qu'ils n'assument pas leurs erreurs. On va pas commencer à critiquer les pilotes parce qu'ils se jettent la pierre, le premier. Bah, c'est quelqu'un qui ne fait que dire qu'il aurait dû mieux faire ou quoi que ce soit. Je trouve ça tout aussi suspect de quelqu'un qui dit que c'est jamais de sa faute. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a un juste milieu dans la vie. Enfin, c'est pas. Oui, mais il a pas fait que s'auto-flageller non plus. Il l'a fait lors des fois où c'est une attitude qu'il fait souvent. Voilà, c'est quelque chose qu'il fait souvent. Parfois, il peut simplement dire, bah voilà, avec la Ferrari, je pouvais pas faire mieux. C'est rarement ce qu'il dit. Après, non mais en tout cas, pour rejoindre ce que disait Gus, si c'est réel, j'ai rien à dire. Mais c'est vrai que c'est tout à son honneur. Il y a un côté parfois excessif, quoi, qui étonne. Ouais, maintenant, dans ce sens-là, ça reste plus acceptable que dans l'autre. On va pas se mentir. Enfin, acceptable. C'est plus supportable, en tout cas. Rien d'autre à dire sur Charles Leclerc ? Bah, faut qu'il confirme et faut qu'il progresse sur certains points, notamment la gestion des pneus. Qu'il progresse sur certains points, qu'il mette sa copie au propre, que sa copie soit davantage propre l'année prochaine. Surtout si Vettel revient avec les dents polies. Oui. Ouais. Et à mon avis qu'il j'ai pas dit j'ai l'impression que j'ai pas dit de choses positives, mais parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit de positif sur sa saison, et elle est d'autant plus impressionnante que voilà, il s'impose. C'est rare de s'imposer, je veux dire, de s'installer, on va dire, au haut niveau. C'est encore une fois, c'est très bien ce qu'il fait. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il mette un peu d'eau dans son vin, et notamment qu'il apprenne un peu le compromis. Parce que dans des cas où tu as besoin des gens autour de toi et notamment de ton équipier, il peut être extrêmement intéressant, comme l'ont montré les Grands Prix de Belgique, le Grand Prix de Belgique notamment, de bénéficier d'un équipier qui va faire son maximum pour que ce soit ton résultat qui soit le meilleur. Et je suis pas sûr que c'est en ayant des attitudes de remise en cause permanente dès que ça va pas dans son sens de certaines décisions stratégiques que tu obtiens ça, quoi. Moi, c'est un peu ce qui me... C'est dans sa trajectoire météorique, c'est un peu ce qui m'inquiète, je pense qu'il faut qu'il apprenne le compromis, quoi. On a vu des gens très talentueux se perdre juste parce qu'ils n'apprennent pas le compromis. Ou qu'ils ont du mal à le pratiquer. Ceci étant dit, je rajoute un truc, c'est que si l'idée c'est aussi de faire le vide autour de soi pour arriver à avoir quelqu'un plus tard en tant qu'équipier qui soit pas forcément de ton niveau et pas forcément une inquiétude, c'est bien joué, mais c'est du long shot, hein, comme dirait l'autre. Bien, on va passer au sondage. Sondage qui concerne le titre de la saison de Ferrari, si c'était un épisode de Drive to Survive. Est-ce que vous avez des idées ? Oui. Vas-y. Vas-y, qui ? Vas-y, Shinji. Alors, moi, ce sera « C'est l'histoire de deux coqs dans une basse-cour. » Point de suspension. À vous de finir la blague, si elle est bonne ou mauvaise. C'est long tout ça. Non mais, t'arrêtes au point de suspension. Ah, d'accord. C'est d'expliquer, tu vois. Ouais, il faut pas expliquer ses propositions. Ça marche pas. Ensuite. Moi, j'ai... Au moins, la radio fonctionne. Moi, j'ai rouge de honte. Voilà, hop. Vas-y. Pas très recherché, mais bon, voilà. On a vu mieux comme Western Spaghetti. Très bien, le sondage sera en ligne. Vous pourrez voter pendant plusieurs jours. Jusqu'à quand peuvent-ils voter d'ailleurs ? Oh, Jusqu'à la cérémonie des SAV d'or, je crois. oui.
Très bien. Vous aurez jusqu'à la cérémonie des SAV d'or pour voter. Pour conclure cette émission, on va un petit point prono pour l'an prochain. Est-ce que Ferrari pourra se battre pour le titre? On va même pas dire gagner, mais se battre pour le titre. Je pense pas, moi. Je suis un peu défaitiste, je les vois même pas être deuxième. Oula. Je les vois même pas être deuxième. Je pense que Albon va profiter des essais hivernaux pour prendre la main sur la Red Bull. Que Ferrari va, mine de rien, tester un nouveau concept de monoplace avec laquelle ils n'auront pas travaillé cette année. Alors qu'on est dans une saison 2020 qui est la dernière avec cette réglementation. Mercedes, de toute façon, on se repose sur des acquis sur 6 ans d'acquis qui vont pas perdre d'un intersaison à l'autre. Enfin, l'équipe Mercedes change pas. Ça ne peut que continuer. Ça ne peut que continuer et Red Bull étant... Bon, on en reparlera de Red Bull, ils sont peut-être pas forcément en progrès, mais s'ils arrivent à mettre 2 voitures performantes, malheureusement, au vu de cette saison-là, c'est plutôt eux qui seront les dauphins, quoi. Pour rajouter à ce que tu dis, et on a beaucoup parlé de la gestion des pilotes de cette année 2019, moi, ma grande crainte, c'est que ça soit la boucherie chez Ferrari l'an prochain. Alors, soit avec comme victime Vettel, soit si Vettel se réveille, la guerre de tranchées à l'intérieur de Ferrari. Hein. Vu ce qu'on a vu justement en fin de saison notamment, il y a un risque. Alors moi, je me permets de rebondir sur ça. Moi, pour faire mon prono, moi je pense que... Alors c'est un pari, hein, mais je pense que l'écart entre Leclerc et Vettel va s'accentuer en faveur de Leclerc et que ça va éviter la plupart du temps des problèmes entre les deux pilotes. Problème de gestion. Je suis pas loin de penser pareil. Je sens pas Vettel avoir la réponse en fait. Surtout si Red Bull passe devant, quoi. Oui. Oui, parce que bon, après l'histoire de la guerre, je pense que la guerre il y aura que si, et pas Guerriero, que si on joue le titre. Fernando Guerriero. Bien sûr. Parce que bon, alors vous allez me dire, on sort d'une année où ils n'ont pas joué le titre particulièrement. Ça s'est quand même fini par un accrochage. Oui. Mais c'est vrai que si ils ont l'arme pour jouer le titre l'an prochain, on ne sait jamais. Ça pourrait être violent. Je pense que ça peut relancer Vettel. Enfin, relancer en tout cas son envie. Ouais. Mais je suis plutôt de l'avis de Bilo que Leclerc va se poser. Et que, je veux dire, Ferrari, je pense que le sentiment à la fin de l'année dernière, c'était de dire que quand ils choisissent de mettre Leclerc, alors qu'ils avaient tout à fait la possibilité de prolonger Raikkonen, c'est aussi parce qu'à un moment donné, tu doutes, t'as plus envie que Vettel soit tellement dans un confort comme il était, quoi. Et en fait, du coup, la première année te donne en partie raison. parce qu'il y a eu du bon et du mauvais, et donc moi j'avais la sensation que oui, Leclerc va prendre de la confiance et tout, machin. Après, encore une fois, je suis pas certain que le niveau de performance était si différent entre les deux, et donc je pense qu'il suffirait de pas grand chose pour que Vettel soit beaucoup plus emmerdant pour Leclerc, quoi. Mais le fait qu'on se dise à la fin de la première saison que Leclerc est devant assez nettement, et que on a du mal à voir, on a du mal à se dire qu'il y a une hiérarchie désormais, c'est déjà quand même grandement mettre une pierre dans le jardin de Vettel, quoi. Après, faut pas oublier que du coup l'année prochaine les pneus seront exactement les mêmes. Donc c'est nouveauté mine de rien dans l'ère Pirelli, c'est-à-dire qu'on va commencer une saison en connaissant les pneus. Donc sur les essais hivernaux qui certes seront réduits, il y aura aucun travail à faire sur les pneus, puisqu'on les connaît quasi par cœur. Il y a quand même 21 grands prix d'expérience avec ces pneumatiques. Donc les écuries vont pouvoir se concentrer sur les châssis, sur les réglages qui permettront justement d'exploiter au mieux ces pneus. Et si c'était là un des talons d'Achille de Ferrari,
ils vont pouvoir travailler dessus, puis ils auront une marge de progression supérieure aux autres. Donc pourquoi pas ? C'est peut-être un motif un motif d'espoir. Maintenant, encore une fois, il faudra travailler sur tout le reste. Sincèrement, je les raille pas de la lutte pour le titre, parce que je pense pas que la saison peut aussi mal se passer que cette année, quoi. Sur tous les plans. J'essaye aussi de conjurer le sort. Par contre, ça s'appelle le jinx dans le jargon. Après, attention, parce que y a un peu aussi la crainte d'une surréaction, c'est-à-dire que tu remets en cause les concepts fondamentaux de ta voiture. On a vu des discussions sur le concept aéro, on a vu des discussions sur le concept moteur. Oui. Attention, ça peut mal partir. Et puisque là, t'es pas sur un plan sur le long terme, encore une fois. C'est la dernière saison de ce règlement. Donc, la logique voudrait qu'on reste quand même sur des évolutions de 2019 et qu'on se lance pas sur des trucs de dingue. Ouais, c'est pas mais on ne sait jamais. Encore une fois, la belle embellie, la vraie embellie de la première partie de seconde moitié de saison, elle a quand même laissé place à des courses. J'ai pas compris. La première partie de seconde moitié de saison. Attends, je la refais. L'embellie du retour de la trêve a laissé place quand même à une fin de saison bien plus discrète, bien plus compliquée, bien moins en verve. Et je sais que t'aimes quand on parle de verve, Gus. Donc, avec un V et non un G. C'est vraiment pour le coup pas. Enfin, je suis pas certain que ce soit pas quelque chose de bénéfique non plus, mais c'est du très risqué pour l'année prochaine, quoi. C'est gentil, tu m'appelles Gus du coup, s'il te plaît. Oui. Très bien, messieurs, on va s'arrêter là pour le bilan de Ferrari. Je rappelle que, évidemment, en cette fin d'année, vous pouvez voter pour les SAV Tour. N'hésitez pas à voter plusieurs fois, à faire voter les membres de votre famille. On est dans une période où on fait tout dans le partage. Rendez-vous donc sur le site www.savf1.fr. Et puis, on se retrouve, le SAV vous donne rendez-vous demain pour un nouveau bilan. Salut à tous. Salut. Bon réveillon.